Concernant les carnets, alors j'ai sorti une grosse pile, c'est pas pour me vanter, en plus il y en a d'autres dans d'autres coins de la maison, c'est Pierre Bayard. Et Pierre Bayard, mine de rien, par exemple, le premier que j'ai lu c'était sur le meurtre de Roger Ackroyd, cette hypothèse totalement incroyable qu'il fait à partir du livre d'Agatha Christie, et j'ai regardé, c'était vers 1998, donc ça fait plus d'un quart de siècle que j'accumule des Pierre Bayard. Tout le monde en a chez soi. Comment parler des livres qu'on n'a pas lus, comment parler des fêtes qui ne se sont pas produites, comment parler des lieux où on n'a pas été, et si les œuvres changeaient d'auteur. Mot passant juste avant Freud. Waouh, ça c'était encore avant Ackroyd, formidable. Qui a tué Roger Ackroyd? Le voilà, il y a même des annotations là. Je crois que c'est de ma dernière fille, l'affaire du chien de Baskerville, et puis un des plus récents, et si les Beatles n'étaient pas nés. Alors j'ai pas tout, puisqu'il paraît qu'il vient d'en sortir encore un autre. Hitchcock s'est trompé, mais là alors c'est à cause d'Olivier Rollin. J'ai relu Bakou dernier jour, relu, et je n'ai pas pigé, enfin je crois que je suis dans une catégorie en ce moment des livres qui font lire d'autres livres, et Rollin, c'est bon, il part là faire un séjour de 2 mois à Bakou, c'est vers 2010. J'entre pas parce que on a déjà parlé d'Olivier Rollin il n'y a pas si longtemps, et justement il a avec lui ce livre Demain est écrit. Alors il y a une raison pour ce que Rollin il avait écrit ce truc suite à l'hôtel Cristal. Ça aussi probablement vous connaissez, c'est que pendant toute une période il fait des descriptions extrêmement minutieuses de toutes les chambres d'hôtel où il s'héberge, et puis petit à petit s'installe une fiction où précisément à la dernière chambre d'hôtel Olivier Rollin va mourir, et là on comprend dans Bakou dernier jour que pour une histoire de changement d'avion, de transfert qui n'était pas prévu, eh bien, il se retrouve à découvrir la ville de Bakou, et comme c'était la ville où dans sa fiction il est censé mourir, il emmène Demain est écrit de Pierre Bayard, et il va séjourner à Bakou pendant 2 mois en faisant semblant que peut-être il va mourir. Vous faites un livre avec ça? Ben oui, mais en cours de route, on va partir sur un poète, sur Essénine, on va partir sur... Et donc là, ce truc... Alors évidemment, moi, c'est fastoche, parce que les Bayard, je les ai dans ma bibliothèque, mais j'ai la bibliothèque numérique, donc même quand je suis parti là, sur la route, j'ai le Kindle, donc je charge Demain est écrit, et je me mets dedans, et alors Demain est écrit, bon, l'hypothèse, elle est claire. Tu as des écritures, c'est le principal, c'est Oscar Wilde, portrait de Dorian Gray, et donc il y a une espèce de fil rouge en italique là où il revient sans cesse sur Oscar Wilde, Dorian Gray. Moi, j'ai jamais trop accroché à Oscar Wilde, donc j'ai un peu glissé sur ce qui devait être pourtant la lecture principale dans le livre de Bayard, mais au milieu il y a des tas de figures qui s'enchaînent. Le suicide de Virginia Woolf, alors que plus tôt dans Mrs. Dalloway elle a écrit un suicide. Il y a Edgar Poe et le portrait ovale, et le fait que Virginia Clemm, sa très jeune épouse, puisse être une sorte de source pour le portrait ovale. Ça finit avec une chose sur Marcel Proust, et là c'est encore plus étrange, puisque en fait Proust travaille toujours sur ces figures, c'est-à-dire on joue sur le temps, et le temps est cette sorte de production de simultané là, qui est toujours présent à tout moment, et donc ce qui va venir après, par la mort d'Albertine par exemple, s'écrit à mesure aussi qu'on ouvre le temps dans cette simultanéité globale. Et là tout d'un coup là, il y a 5 pages de Bayard, il n'y a jamais un petit bouquin, enfin un petit bouquin, je parle du format de Pierre Bayard, sans qu'à un moment donné, wow, ça décolle. Et il y a 2 autres passages, il y en a un concernant Émile Verhaeren, je crois que j'y reviendrai demain, et puis
dès l'ouverture, un passage, moi je connais bien Rousseau, je connais bien les Confessions, c'est immense les Confessions. Voir, il n'y aurait pas les mémoires d'outre-tombe de notre brave Chateaubriand s'il n'y avait pas eu les Confessions. J'y reviens régulièrement. Et il ouvre les Confessions avec une autre approche de les lettres qui constituent la nouvelle Héloïse, ce triangle amoureux avec Julie là au milieu, et il met ça en rapport, donc je crois qu'on est 1746, quelque chose comme ça, avec une histoire des confessions dans le livre vers la fin, vers le livre 8-9, quand il est à Montmorency chez Madame d'Épinay, c'est le passage peut-être les plus fascinants aussi dans les Confessions, et qui tombe amoureux d'une femme dont il nous dit qu'elle est pas très belle, qu'elle a des yeux un peu globuleux et qu'elle est très myope, et qu'elle a des cheveux qui lui tombent au milieu du jarret. Voilà l'expression de Rousseau, mais cette dame était mariée à un homme beaucoup plus vieux qu'elle. Ça, c'est une sorte de machine permanente là, de l'époque, et donc elle a pris un amant qui s'appelle Saint-Lambert, qui est à l'armée avec le vieux mari, ce qui veut dire qu'il revient qu'une fois tous les 6 mois, et ce Saint-Lambert est ami de Rousseau, et c'est Saint-Lambert, Sophie Doux de Thou a 30 ans, Rousseau en a 45, c'est Saint-Lambert qui l'incite à rendre visite à Rousseau de sa part, en se disant au moins ça l'occupera, et Rousseau tombe dans le piège, là, ces espèces de conversations quotidiennes, et ça devient un moment extrêmement tendu, et qu'est-ce qu'il en fait, Bayard ? C'est-à-dire que ce qui se joue à l'époque, Rousseau est en train de terminer la nouvelle Héloïse, mais cette histoire de triangle amoureux, il y a déjà 1 an qu'il est écrit, et en plus, cette Doux de Thou, qui a des moyens beaucoup plus que Rousseau, lui paye une copie manuscrite de la nouvelle Héloïse. En gros, c'est ce qui fait vivre financièrement Jean-Jacques et sa Thérèse et sa belle-mère, la brave Madame Levasseur, qu'on va évincer. Enfin bon, ça c'est la mécanique des confessions. Mais ce qui est, pour Bayard étrange, c'est que l'histoire du triangle Saint-Lambert, Sophie Doux de Thou, Rousseau, qui advient en 1547, répète ce qui a été son invention romanesque de Julie dans la Nouvelle Héloïse en 1546. Voilà, ça c'est le livre de Pierre Bayard. Puis moi, la confession, là, j'avais été pas mal ces derniers temps, mais dans des périodes un peu antérieures. J'avais relu toute la période Chambéry avec sa maman et puis ce ménage à 3. C'est tellement dense tout ça. Et la période Montmorency, il y a longtemps. Alors là, j'ai ressorti, mais en fait tout ça je le lis pareil en numérique. C'est tellement commode, c'est tellement plus commode. Tu cherches quelque chose, moteur d'occurrence, tu rentres un nom et tout ça, ce qui fait que tu compenses l'épaisseur absente qui te sert à te repérer spatialement dans le livre en tant que objet à combien 6 parois et 8 angles, comme on dit, et tu le remplaces par la recherche d'occurrence. Là, soit sur là j'ai pris l'iPad parce que c'est le mieux pour lire. Là, c'est écrit tellement petit, j'aurais du mal à lire. Ou le Kindle là, avec lequel je viens de vivre 3 semaines. Et cette collection, c'est là, voilà, tenez, avec son costume arménien, justement, qu'il avait en Suisse. Il a du mal avec sa prostate à cette époque-là, le pauvre Jean-Jacques. Donc, il a une espèce de vêtement, une grande soutane qui lui laisse les machins à l'air, et puis un bonnet en astrakhan pour jouer les Arméniens. Ça fait que, ça aide pas à sa réputation, là, dans les villages où il se déplace. Et
confessions, c'est énorme. Alors cette collection, j'en ai tout un paquet, parce que, je sais pas si on voit encore, ouais, voilà, 99 francs. 99 francs, et moi, c'est la période, disons, 77, 82. J'avais pas une thune, c'était avant mon premier livre, et il y avait un besoin énorme de se repérer dans la littérature. Et cette collection, ça s'appelle l'intégrale, c'était au Seuil, donc c'est en 2 colonnes, écrites très serrées, ce qui fait que la comédie humaine de Balzac, ben, c'est 5 volumes. Alors, j'ai Molière, j'ai Racine, j'ai Corneille, j'ai tout Balzac, j'ai tout Zola, je dois en avoir quelques autres, tout Victor Hugo, et ils sont usés. D'ailleurs, même celui-ci, là, j'ai trouvé comment les pages sont un peu cassées, jaunies, mais ça résiste. Après, j'ai pris Défiance parce que j'avais acheté le Rabelais aussi, une version bilingue faite par un monsieur Maurice Rat. C'est là où, au lieu de vous dire du couscouson dans un bourrabaca, on vous disait du couscous dans une marmite. J'ai compris que fallait s'en méfier. Mais donc après, par exemple, Proust, j'ai l'édition en 3 volumes de 54, je l'ai remplacé par l'édition en 4 volumes de Jean-Yves Tadier. Balzac, je l'ai aussi en Pléiade, mais ça n'empêche pas que là, c'est comme ça souvent que j'ai... Allez, on revient au sujet, donc... Bayard, ouvrant ce truc des confessions, je me dis, oh là là, mais je me rappelle pas trop ça, dans les confessions, j'ouvre ça, je cherche justement, en recherche d'occurrence, Madame Dou de Thau, H-O-U-D-E-T-O-T, et je tombe et je lis, et alors du coup j'ai relu le livre 9, le livre, je crois que c'est le livre 10, la fin, et je m'en suis fait une énorme lampée des confessions. Vous savez, alors, Montmorency, vous savez, il écrit l'Émile. Alors, l'Émile, c'est sur l'éducation, c'est des lettres. Et Rousseau ne parle pas de ce qu'il y a dans ses livres, il parle de l'autour des livres. C'est le moment aussi où il écrit le contrat social, en 2 ans. Donc, tout d'un coup, autour de l'Émile se cristallisent toutes les oppositions. Mais on est dans les prémices de ce qui, 40 ans après, sera la Révolution française, c'est-à-dire les droits et les devoirs de l'éducation. Donc, et là, c'est le grand Rousseau là, qui explose là ces catégories du vieux monde. Simplement ça, il nous en parle pas. Mais après les 1000, on voit tout se durcir. Une telle qui lui envoie un petit billet pour le féliciter du livre. Oh, renvoyez-moi le billet, merci. Et donc il apprend à Montmorency, parce qu'il y est hébergé, c'est le maréchal de Luxembourg, noble, hautement placé là, dans la chambre des pairs, enfin tout proche là, des régions de pouvoir. C'est Louis XV, c'est Madame de Pompadour, qui n'aime pas Rousseau. Et il est prévenu que demain, ça y est, on va l'arrêter. On le met dans une... ce brave maréchal lui donne un petit cabriolet. Il va croiser les 4 huissiers habillés de noir qui viennent l'arrêter. Il transite par Paris, par Lyon, et puis s'en va en Suisse, alors qu'on lui recommande l'Angleterre. Et en Suisse, pour lui, bon, il n'a pas le droit d'aller à Genève, parce que c'est son pays, parce que là, il y a déjà toutes ces condamnations, ces interdits. Donc il va à Neuchâtel. À Neuchâtel, tout se passe bien. Il a les autorisations, les passeports, mais ça se durcit. Et bon, il va dans un petit patelin qui s'appelle Motier. Alors chaque fois, il se trouve toujours des gens pour lui prêter une maison. Et c'est là où il va être dans une sorte de village, jusqu'au moment où on commence à lui lancer des cailloux. Et il faudra qu'il parte. Et là, cette fois-ci, s'en ira. Alors, il fera une station à Strasbourg, mais il finira par partir en Angleterre. Voilà, ça c'est le contexte. Et là, c'est en lisant ce moment, bon, franchement, je crois que j'avais jamais lu ça, ce passage de la vie de Rousseau, ce retour en Suisse, mais là où, dans ce patelin, Motier se refait comme ça, cette espèce d'opposition. Les gens, ils savent pas pourquoi il faut s'opposer à cette espèce de type qui vit sans travailler. Bah oui, puisqu'il écrit. De toute façon, en plus, il a dit qu'il arrêtait l'écriture, il arrêtait la littérature parce qu'il en a assez de toute cette opposition, de tout ce qui revient dessus. Et donc, c'est un Rousseau fatigué, c'est un Rousseau malade, mais un Rousseau qui continue de s'aimer beaucoup soi-même, et qui tombe de passion, amoureux de la botanique. C'est juste après Motier, justement, où aller? Eh bien, il va aller dans cette île-là, l'île Saint-Pierre, au milieu du lac de Bienne, où il tombe, où là, il va s'adonner à sa passion pour
pour la botanique, où il y aura les rêveries les premières, hein, si belles, magnifiques, sommet des rêveries du promeneur solitaire, et il en sera chassé aussi, et là ce sera ce désastreux voyage en Angleterre. Alors les confessions, donc dans cette... là j'ai retrouvé, c'était tout en haut, il y a au moins 10 ans que j'ai pas touché ce bouquin, mais donc effectivement c'est dans cette période et dans cette édition que je l'avais lu, et j'ai réouvert là tout simplement dans l'iPad. Je voudrais lire un passage. Pourquoi il m'intéressait ce passage? Intéressé, pardon, excusez-moi du mot. Qu'est-ce qui m'a happé là? C'est que Rousseau ne parle pas de son travail. Il parle de lui, des gens et tout ça. Et à moitié, évidemment, autant à Montmorency, les gens qu'il croise, ou les relations très compliquées avec Grimm, qui sort pas grandi, avec d'Alembert, qui est un politique, et Diderot. Alors Diderot, il y a toujours ce grand respect, mais la relation est très compliquée. Donc il vaut mieux, quand on lit Rousseau, se dire, nous, on reste copains avec d'Alembert, on reste copains avec Diderot, et puis lui qui nous raconte ce qu'il veut, ça n'empêche pas. Mais voilà, en Suisse, il va nous parler des gens qui lui rendent visite, mais des gens qui rendent visite à l'écrivain, parce qu'il est célèbre. L'autre jour, un de mes petits-fils qui m'a sorti une phrase incroyable. Il m'a dit, mais si tu étais écrivain, tu serais connu. Après, tu réfléchis, mais dans les trucs d'aujourd'hui, où tu as ces trucs de symbolique, avec les rentrées littéraires, les journaux, les propositions, les émissions à France Culture, ou celles qui sont, hop là, tiens, un truc qui s'appelle Book Club. François Bon, qui est le dinosaure, une sorte qui est un peu le dinosaure de la littérature numérique. Il croyait me faire un compliment. Et c'est ces relations de gens il va nous faire une galerie, tout d'un coup, en 4-5 pages, 3-4 personnages, dont un qui est sourd. Et ils ont des discussions, mais qu'est-ce que l'autre il peut entendre de ce que lui dit Rousseau s'il est sourd? Ou bien, vous allez voir encore un troisième, c'est un gars qui fait semblant de ne pas parler français, qui ne parle à Rousseau que latin, même si Rousseau lui répond en français. Ce passage-là, moi tout d'un coup, je l'ai lu avec une résonance, mais complète sur, par exemple, nos échanges sur Facebook. Tu mets une photo de profil, boum, tu mets un truc sur un article un peu théorique et c'est ça qu'on a à travailler tout le temps. Mais c'est pas la raison, tout simplement. Pourquoi t'aimes Rousseau? Parce que t'aimes la littérature. J'avais à Motier presque autant de visites que j'en avais à l'Ermitage et à Montmorency. Mais elles étaient la plupart d'une espèce fort différente. Ceux qui m'étaient venus voir jusqu'alors étaient des gens qui, ayant avec moi des rapports de talent, de goût, de maxime, les alléguaient pour cause de leur visite et me mettaient d'abord sur des matières dont je pouvais m'entretenir avec eux. À Motier, ce n'était plus cela. Surtout du côté de France. C'étaient des officiers ou d'autres gens qui n'avaient aucun goût pour la littérature, qui même, pour la plupart, n'avaient jamais lu mes écrits, et qui ne laissaient pas à ce qu'ils disaient d'avoir fait 30, 40, 60, 100 lieues pour me venir voir et admirer l'homme illustre, célèbre, très célèbre, le grand homme, etc. Car dès lors, on a cessé de me jeter grossièrement à la face les plus impudentes flagorneries dont l'estime de ceux qui m'abordèrent m'avait garanti jusqu'alors. Comme la plupart de ces survenants ne daignaient ni se nommer, ni me dire leur état, que leur connaissance et les miennes ne tombaient pas sur les mêmes objets, qu'ils n'avaient ni lu ni parcouru mes ouvrages, je ne savais de quoi leur parler. J'attendais qu'ils parlassent eux-mêmes, puisque c'était à eux à savoir et à me dire pourquoi ils venaient me voir. Ils me venaient voir. On sent que cela ne faisait pas pour moi des conversations bien intéressantes, quoiqu'elles puissent l'être pour eux, selon ce qu'ils voulaient savoir. Car comme j'étais sans défiance, je m'exprimais sans réserve sur toutes les questions qu'ils jugeaient à propos de me faire. Et ils s'en retournaient, pour l'ordinaire, aussi savants que moi, sur tous les détails de ma
situation. J'eus par exemple de cette façon Monsieur de Fins, écuyer de la Reine, capitaine de cavalerie dans le régiment de la Reine, lequel eut la constance de passer plusieurs jours à Motier, et même de me suivre pédestrement jusqu'à la Ferrière, menant son cheval par la bride, sans avoir avec moi d'autres points de réunion, sinon que nous connaissions tous deux Mademoiselle Fell, et que nous jouions l'un et l'autre au bilboquet. J'eus avant et après Monsieur de Fins une autre visite bien plus extraordinaire. 2 hommes arrivent à pied, conduisant chacun un mulet, chargé de son petit bagage, logent à l'auberge, pansent leurs mulets eux-mêmes et demandent à me venir voir. À l'équipage de ces muletiers, on les prit pour des contrebandiers. La nouvelle courut aussitôt que des contrebandiers venaient me rendre visite. Leur seule façon de m'aborder m'apprit que c'étaient des gens d'une autre étoffe. Mais sans être des contrebandiers, ce pouvaient être des aventuriers. Ce doute me tint quelque temps en garde. Ils ne tardèrent pas à me tranquilliser. L'un était Monsieur de Montauban, appelé le comte de la Tour du Pin, gentilhomme du Dauphiné. L'autre était Monsieur d'Astier de Carpentras, ancien militaire qui avait mis sa croix de Saint-Louis dans sa poche, ne pouvant pas l'étaler. Ces messieurs, tous deux très aimables, avaient tous deux beaucoup d'esprit. Leur conversation était agréable et intéressante. Leur manière de voyager, si bien dans mon goût, si peu dans celui des gentilshommes français, me donna pour eux une sorte d'attachement que leur commerce ne pouvait qu'affermir. Cette connaissance même ne finit pas là, puisqu'elle dure encore et qu'ils me sont revenus voir diverses fois, non plus à pied. Cependant, cela était bon pour le début. Mais plus j'ai vu ces messieurs, moins je trouvais de rapport entre leurs goûts et les miens. Moi, je sentis que leurs maximes fussent les miennes, que mes écrits leur fussent familiers, qu'il n'y eût aucune véritable sympathie entre eux et moi. Que me voulait-il donc? Pourquoi me venir voir dans cet équipage? Pourquoi rester plusieurs jours? Pourquoi revenir plusieurs fois? Pourquoi désirer si fort de m'avoir pour hôte? Je ne m'avisais pas alors de me faire ces questions. Je me les suis faites quelquefois depuis ce temps-là. Touché de leurs avances, mon cœur se livrait sans raisonner, surtout à Monsieur d'Astier, dont l'air plus ouvert me plaisait davantage. Je demeurai même en correspondance avec lui, et quand je voulus faire imprimer les lettres de la montagne, etc., là je vais laisser un peu, une autre connaissance, à peu près du même temps, que je fis d'abord seulement par les lettres, fut celle d'un Monsieur Lalliot, de Nîmes, lequel m'écrivit de Paris pour me prier de lui envoyer mon profil à la silhouette dont il avait, disait-il, besoin pour mon buste en marbre qu'il faisait faire par le moine pour le placer dans sa bibliothèque. Si c'était une cajolerie inventée pour m'apprivoiser, elle réussit pleinement. Je jugeais qu'un homme qui voulait avoir mon buste en marbre dans sa bibliothèque était plein de mes ouvrages, par conséquent de mes principes, et qu'il m'aimait, parce que son âme était au ton de la mienne. Il était difficile que cette idée ne me séduisît pas. J'ai vu M. Lalliot dans la suite. Je l'ai trouvé très zélé pour me rendre beaucoup de petits services, pour s'entremêler beaucoup dans mes petites affaires, mais au reste, je doute qu'aucun de mes écrits ait été du petit nombre des livres qu'il a lus en sa vie. J'ignore s'il a une bibliothèque et si c'est un meuble à son usage. Et quant au buste, il s'est borné à une mauvaise esquisse en terre, faite par ce le moine, sur laquelle il a fait graver un portrait hideux qui ne laisse pas de courir sous mon nom, comme s'il avait avec moi quelque ressemblance. Le seul Français qui parut me venir voir par goût pour mes sentiments et pour mes ouvrages fut un jeune officier du régiment de Limousin, appelé M. Séguier de Saint-Brisson, qu'on a vu et qu'on voit peut-être encore briller à Paris, dans le monde, par des talents assez aimables et par des prétentions au bel esprit. Il m'était venu voir à Montmorency l'hiver qui précéda ma catastrophe. Je lui trouvais une vivacité de sentiment qui me plut. Il m'écrivit dans la suite à Motier, et soit qu'il voulut me cajoler, ou que réellement la tête lui tourna de l'Émile, il m'apprit qu'il quittait le service pour vivre indépendant, et apprenait le métier de menuisier. Il avait un frère aîné, capitaine dans le même régiment, pour lequel était toute la prédilection de la mère, qui, dévote outrée et dirigée par je ne sais quel abbé Tartuffe, en usait très mal avec le cadet, qu'elle accusait d'irréligion et même du crime irrémissible d'avoir des liaisons avec moi. Voilà les griefs sur lesquels il voulut rompre avec sa mère et prendre le parti dont je viens de parler. Le tout pour faire le petit Émile. Alors peut-être vous entendrez un bruit. Il y a de l'orage, il y a un gros orage dehors. Je laisse
ce monsieur. J'ai eu aussi des visites de Genève, tant et plus. Les deux Luc, père et fils, me choisirent pour leur garde-malade. Le père tomba malade en route, le fils l'était en partant de Genève. Tous deux vinrent se rétablir chez moi. Des ministres, des parents, des cagots, des quidams de toute espèce venaient de Genève et de Suisse, non pas comme ceux de France pour m'admirer et me persifler, mais pour me tancer, me catéchiser. Le seul qui me fit plaisir fut Moultou, qui vint passer 3 ou 4 jours avec moi, que j'aurais bien voulu retenir davantage. Le plus constant de tous, celui qui s'opiniâtra le plus, qui me subjugua à force d'importunité, fut un monsieur Divernois, commerçant de Genève, français réfugié, parent du procureur général de Neuchâtel. Ce monsieur Divernois de Genève passait à Motier 2 fois l'an, tout exprès pour m'y voir, restait chez moi du matin au soir, plusieurs jours de suite, se mettait de mes promenades, m'apportait 1000 sortes de petits cadeaux, s'insinuait malgré moi dans ma confidence, se mêlait de toutes mes affaires, sans qu'il y eût entre lui et moi aucune communion d'idées, ni d'inclination, ni de sentiments, ni de connaissances. Je doute qu'il ait lu dans toute sa vie un livre entier d'aucune espèce, et qu'il sache même de quoi traitent les miens. Quand je commençais d'herboriser, il me suivit dans mes courses de botanique, sans goût pour cet amusement, sans avoir rien à me dire, ni moi à lui. Il eut même le courage de passer avec moi 3 jours entiers tête à tête dans un cabaret à Goumoin, d'où j'avais cru le chasser à force de l'ennuyer et de lui faire sentir combien il m'ennuyait, et tout cela sans qu'il m'ait été possible jamais de rebuter son incroyable constance, ni d'en pénétrer le motif. Tu restes là, dans le cabaret, du matin au soir, juste en disant « il va bien finir par partir, le mec ». Et puis non, il part pas. Parmi toutes ces liaisons, que je ne fis et n'entretins que par force, je ne dois pas omettre la seule qui m'ait été agréable, à laquelle j'ai mis un véritable intérêt de cœur. C'est celle d'un jeune Hongrois qui vint se fixer à Neuchâtel, de là à Motier, quelques mois après que j'y fus établi moi-même. On l'appelait dans le pays le baron de Sautern, nom sous lequel il avait été recommandé de Zurich. Il était grand et bien fait, d'une figure agréable, d'une société liante et douce, et il dit à tout le monde, et me fit entendre à moi-même, qu'il n'était venu à Neuchâtel qu'à cause de moi, et pour former sa jeunesse à la vertu par mon commerce. Sa physionomie, son ton, ses manières me parurent d'accord avec ses discours. J'aurais cru manquer à l'un des plus grands devoirs en y conduisant un jeune homme en qui je ne voyais rien que d'aimable, et qui me recherchait par un si respectable motif. Mon cœur ne sait point se livrer à demi. Bientôt, il eut toute mon amitié, toute ma confiance. Nous devînmes inséparables. Il était de toutes mes courses pédestres, il y prenait goût. Je le menai chez Milord Maréchal, qui lui fit 1000 caresses. Comme il ne pouvait encore s'exprimer en français, bah ouais, il est hongrois, il ne me parlait et ne m'écrivait qu'en latin. Je lui répondais en français. Et ce mélange des deux langues se rendait dans nos entretiens ni moins coulant, ni moins vif à tous égards. Il me parla de sa famille, de ses affaires, de ses aventures, de la cour de Vienne, dont il paraissait bien connaître les détails domestiques. Enfin, pendant près de 2 ans que nous passâmes dans la plus grande intimité, je ne lui trouvais qu'une douceur de caractère à toute épreuve, des mœurs non seulement honnêtes, mais élégantes, une grande propreté sur sa personne, une décence extrême dans tous ses discours, enfin toutes les marques d'un homme bien né qui me le rendirent trop estimable pour ne pas me le rendre cher. Sauf que ce gars est un... je ne croirais jamais que Sautern fût un espion, ni qu'il m'ait trahi, mais il m'a trompé. Quand j'ai penché avec lui mon cœur sans réserve, il eut le courage de me fermer constamment le sien, de m'abuser par des mensonges. Il me controuva, je ne sais quelle histoire qui me fit juger que sa présence était nécessaire dans son pays. Je l'exhortais de partir au plus vite, il partit, et quand je le croyais déjà en Hongrie, j'appris qu'il était à Strasbourg. Ce n'était pas la première fois qu'il y avait été. Il y avait jeté du désordre dans un ménage. Le mari, sachant que je le voyais, m'avait écrit « Je n'avais omis aucun soin pour ramener la jeune femme à la vertu, bravo Rousseau, et Sautern à son devoir, etc. » Sitôt qu'il fut parti, la servante de l'auberge où il mangeait, à Motier, se déclara grosse de son fait. C'était une si vilaine salope. Et voilà, ça c'est Rousseau aussi. Et Sautern, généralement estimé et considéré dans tout le pays par sa conduite et ses mœurs honnêtes, se piquait si fort de propreté que cette imprudence choqua tout le monde.
les plus aimables personnes du pays, qui lui avaient inutilement prodigué leurs agaceries, étaient furieuses. J'étais outré d'indignation. Je fis tous mes efforts pour faire arrêter cette effrontée, offrant de payer tous les frais, de cautionner Sotersheim, puisque c'était son vrai nom, pas du tout hongrois. Je lui écrivis dans la forte persuasion, non seulement que cette grossesse n'était pas de son fait, mais qu'elle était feinte, et que tout cela n'était qu'un jeu joué par ses ennemis et les miens. Je voulais qu'il revînt dans le pays pour confondre cette coquine et ceux qui la faisaient parler. Je fus surpris de la mollesse de sa réponse. Il écrivit au pasteur, dont la salope était paroissienne, et fit en sorte d'assoupir l'affaire, ce que voyant, je cessai de m'en mêler, fort étonné qu'un homme aussi crapuleux eût pu être assez maître de lui-même pour m'en imposer par sa réserve dans la plus intime familiarité. Telles furent les acquisitions que je fis à moitié, en fait de liaison et de connaissance, qu'il en aurait fallu de pareilles pour compenser les cruelles pertes que je fis dans le même temps. Voilà, un petit bout des confessions sur bah ouais, les gens que tu vois autour de toi, où on parle de plein de choses, mais le fait que tu as écrit des livres, que tu travailles, non, ça ne les intéresse pas forcément. Il y a toujours des choses qui résonnent très très fort dans Rousseau. Je vais rester un petit peu là dans Pierre Bayard.